Dans nos sociétés modernes, le bâti, le monde construit est la plus grande trace visible de l'humanité. Bâtir des lieux de vie et de travail constitue ce qui a déplacé le plus de matière extraite de notre terre pour l'ériger en mur, en route, en habitat, en ville. Un deuxième prélèvement est lié à l'énergie que nous consommons, qui fait fonctionner toutes nos machines, nous éclaire, permet de nous déplacer. Et nous savons aujourd'hui que nous devons nous séparer des énergies fossiles et travailler à diminuer notre impact sur la planète. Et la ville dans tout cela ? Sur les 9,9 tonnes de CO2 émises chaque année par un Français, 2/3 sont imputables aux villes, aux bâtiments, aux infrastructures et au déplacement des usagers. Et le carbone n'est pas le seul sujet. À titre d'exemple, en France, le secteur du bâtiment produit à lui seul 40 millions de tonnes de déchets, dont moins de 1% sont réemployés. C'est dire si la ville est importante dans un futur durable. Elle est le lieu de rencontre de 70% de la population et d'une frange considérable de l'activité économique. Et lorsque l'on pose son regard sur les constructions humaines, avant même qu'on détaille un matériau ou un effet de la forme, c'est une architecture qui nous parle. L'architecte dispose d'une place centrale dans ce nouveau monde bas carbone, conscient de ses limites, prenant compte du vivant vers lequel nous devons tendre. Si la manière dont est conçue la ville a un large impact, une ville prenant compte les cycles de vie, du vivant, les paysages, une ville mesurant ses postes d'émissions carbone, une ville consommant moins et mieux l'énergie, les matériaux et plus globalement les ressources naturelles, une ville dans laquelle on se sent bien et grâce à laquelle nos modes de vie changent, une ville conçue pour durer, dans laquelle technique et beauté architecturale s'allient, peut tout changer. Et c'est pourquoi le mouvement Unisson a vu le jour. Pour mettre architectes, urbanistes, paysagistes, ingénieurs, industriels et maîtres d'ouvrage au cœur de cette nouvelle démarche. Car ils sont les chefs d'orchestre d'un monde plus vivable et plus soutenable. En France, une réglementation environnementale des bâtiments neufs, la RE 2020, et un ensemble des réglementations comme le plan de rénovation énergétique de 2021 viennent renforcer la lutte contre le réchauffement climatique et la diminution de l'impact environnemental de la ville. La stratégie nationale bas carbone fixe aux bâtiments un objectif de réduction d'émissions de gaz à effet de serre de 49% entre 2015 et 2030, afin d'atteindre une décarbonation complète en 2050. En traduction, la RE 2020 accélère la décarbonation de la filière de la construction pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ses priorités sont diminuer les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments neufs ou réhabilités en prenant en compte l'ensemble des émissions du bâtiment tout au long de son cycle de vie, en incitant d'une part à des modes constructifs qui émettent peu de gaz à effet de serre ou qui permettent d'en stocker, et en encourageant d'autre part à une consommation d'énergie décarbonée et ou renouvelable. Poursuivre l'amélioration de la performance énergétique et la baisse de la consommation des bâtiments, en insistant en particulier sur la performance de l'isolation, quel que soit le mode de chauffage installé, en mettant l'accent sur les qualités bioclimatiques du bâtiment. Garantir aux habitants que leur logement est adapté aux conditions climatiques futures, en introduisant un objectif de confort en été pour mieux résister aux épisodes de canicule ou de grand froid, dont on sait qu'ils seront de plus en plus fréquents et intenses. Si elles ne concernent pour l'instant que les constructions neuves et les réhabilitations lourdes, cette réglementation permettra de nous projeter à terme dans la décarbonation de l'existant. Il s'agit d'ores et déjà d'un outil essentiel dont les métiers de la conception peuvent se saisir afin d'unir l'architecture et l'acte de construire dans la trajectoire de notre stratégie bas carbone. Outil national, la RE 2020 s'inscrit par ailleurs dans l'ambition du nouveau Bauhaus européen et de Green New Deal. Limiter le carbone construction est une innovation réglementaire dont seuls 2 pays en Europe sont dotés, la France, le Danemark et bientôt les Pays-Bas.
Sous l'effet des politiques européennes, c'est l'Europe tout entière qui entre en transition. Comme cadre de coordination entre États, l'Europe est très souvent citée en exemple dans le reste du monde et dans les conférences onusiennes. Preuve d'efficacité et de progrès, l'Europe a réduit ses émissions de 23% entre 1990 et 2018. L'Europe est alors devenue le seul continent au monde à prouver qu'il était possible de conjuguer réduction des émissions de gaz à effet de serre et croissance économique, assumant un rôle important au niveau mondial. Pour respecter les accords de Paris, la Commission européenne a annoncé en 2021 vouloir décarboner la totalité de son parc immobilier d'ici 2050 avec son Green New Deal et les directives Fit for 55, tout en luttant contre la précarité énergétique. Nous sommes donc aux prémices d'une nouvelle architecture dont les traces émergent dans toute l'Europe. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ne s'y est pas trompée en appelant à un nouveau Bauhaus européen, c'est-à-dire une révolution de l'architecture, du design, mais aussi des arts. Tout cela 100 ans après le Bauhaus né à Weimar. Alors, place à l'action. Construire bas carbone implique une démarche holistique. Les caractéristiques du terrain, les directives d'urbanisme, tout comme la forme architecturale, le système constructif, les matériaux, la logistique, le stockage, la gestion de chantier et l'approvisionnement sont déterminants et influent directement sur l'empreinte carbone de l'opération. C'est donc dès le lancement d'un projet que tous les acteurs, collectivités, maîtres d'ouvrage, architectes, aménageurs, constructeurs, bureaux d'études, entreprises et futurs occupants s'engagent ensemble vers le bas carbone. L'architecte a toujours composé avec la matière disponible. Une architecture bas carbone tient compte de la géographie du lieu, des ressources disponibles et renouvelables, de l'environnement, du territoire, de son climat et adopte une construction raisonnée. Prélever de la matière n'est pas anodin en matière de cycle de vie d'un écosystème, tout comme le choix du matériau n'est pas anodin pour l'empreinte carbone ou environnementale du bâtiment. La phase de construction d'un bâtiment est elle-même responsable d'une part importante des émissions de gaz à effet de serre, de consommation de nombreuses ressources naturelles. La ville de demain devra moins démolir et mieux construire pour davantage réhabiliter, rénover, transformer, réemployer, consommer moins et mieux les matériaux. L'équipe de conception choisit ainsi le bon matériau pour le mettre au bon endroit, comme elle opte pour des techniques de construction répondant aux spécificités du territoire dans lequel elle s'inscrit. On ne construit pas de la même manière, avec les mêmes matériaux, ni avec les mêmes objectifs, en région méditerranéenne ou dans le nord de la France. Il s'agit de redévelopper encore davantage, chaque jour, une architecture vernaculaire, c'est-à-dire propre à son territoire, aux ressources disponibles. Dans une démarche d'éco-conception, nous pouvons aussi travailler la légèreté, la compacité, la frugalité, comme nous pouvons concevoir, dès le début d'un projet, sa modularité, sa flexibilité, sa démontabilité, afin de faire en sorte que ce bâtiment dure, évolue, se transforme en fonction des besoins actuels et à venir des personnes qui l'utilisent. Nous pouvons également économiser de la matière grâce à des géométries de bâtis étudiées, recourant à l'alignement des trames, par exemple, ou la mutualisation de certains espaces tels que les parkings. Le réemploi et la réutilisation des matériaux doivent également devenir pratiques courantes pour réduire l'impact carbone de la ville et sa pression sur les ressources, ce qui nous amène à consommer moins, consommer mieux, en ayant recours à des matériaux réemployés, recyclés, biosourcés ou géosourcés, afin de transformer le choix des matériaux en outils de stockage du carbone. Différents matériaux sont aujourd'hui utilisés, comme les textiles recyclés, la ouate de cellulose, la paille,
les laines de fibres végétales ou animales, les bétons ou mortiers composés de chanvre, de lin ou de bois. Les matériaux recyclés prennent une importance grandissante également. Le retour de la pierre de taille, de la terre crue, comme la forte mobilisation du bois dans la construction, témoignent par ailleurs de l'utilisation de plus en plus systématique de matériaux bio ou géosourcés. À Orléans, l'Institut national de recherche agronomique figure parmi les bâtiments pionniers réalisés en pisé de terre crue, collectés à moins de 80 km du site. Aucun stabilisant chimique n'a été mobilisé dans ce mélange de terre. Le choix de la méthode constructive a été réalisé en complète cohérence avec l'usage du bâti, puisqu'il abrite le Conservatoire européen des échantillons de sol. Une pareille collection exige le maintien d'une température à environ 18 degrés et une hygrométrie à 50% d'humidité. Par ses qualités intrinsèques et sa mise en œuvre sur 60 cm d'épaisseur, avec les deux faces du mur d'enceinte, laissé nu, le pisé réduit considérablement la consommation d'énergie nécessaire à la régulation thermique et hygrométrique de la salle de stockage. Enfin, le choix de la terre apparente sur les murs du bâtiment confère une vocation pédagogique pour les visiteurs, qui découvrent les qualités esthétiques et fonctionnelles de la terre crue. Le bâtiment de l'INRA est révélateur de la capacité de création d'une architecture ayant recours à un matériau local et durable. Produit peu transformé et grand capteur de carbone, le bois reprend peu à peu sa place de choix auprès des architectes. En plein développement, la construction bois démontre également une grande capacité d'innovation. Faire avec le déjà là, cela concerne les matériaux, mais également les bâtiments dans leur globalité. En choisissant la réhabilitation, la rénovation ou la démolition sélective plutôt que la démolition pure et simple, et la reconstruction, les équipes de conception peuvent grandement alléger le bilan carbone de leurs projets. Le réemploi et le recyclage s'appliquent en effet avec matériaux et équipements comme au bâti. L'architecture doit absolument composer avec le déjà là en réfléchissant à réutiliser le déjà construit, le réhabiliter, l'aménager, l'agrandir, le surélever. Lors de n'importe quelle phase de conception, pensez à la réutilisation infinie du bâtiment pour différents usages en fonction des besoins, dans le temps, sans nécessité de travaux est également essentielle. Cette réversibilité est désormais assez courante en architecture, mais peut encore être davantage systématisée. Dans la continuité des réglementations thermiques, la RE 2020 renforce les exigences de performance énergétique. Pour la première fois, une réglementation porte sur les émissions de gaz à effet de serre des énergies utilisées et marque une rupture majeure en prévoyant la disparition progressive des logements neufs chauffés au gaz. Le seuil maximal nécessaire à la satisfaction du besoin climatique des logements sera abaissé de 30% en moyenne, avec des modulations permettant de tenir compte des contraintes technico-économiques de chaque typologie de logement. Face à ce défi, l'architecture dispose d'une palette d'actions diverses pour consommer moins, comme le travail sur la compacité des volumes, la conception bioclimatique, l'incitation des habitants à consommer moins et mieux l'énergie pour un confort d'été bas carbone. Le tout via des solutions passives ou très performantes. Elle agit également sur le consommer mieux en favorisant la production d'énergie locale, que ce soit des énergies renouvelables ou même de récupération d'énergie fatale. L'architecture peut également jouer sur la flexibilité énergétique. Elle peut faciliter les effacements, les décalages d'appel de puissance énergétique. Elle peut enfin inciter les usagers à consommer le meilleur kilowattheure au meilleur moment. Enfin, œuvrer à la réduction des émissions à effet de serre signifie aussi prendre en compte l'énergie consommée par les habitants et les utilisateurs des bâtiments. L'enjeu ? Sortir des énergies fossiles d'ici 2025. Si les alternatives sont aujourd'hui nombreuses, pompe à chaleur individuelle ou collective, réseau de chaleur, biomasse, solaire, géoénergie, elles doivent encore se développer à grande échelle.
En mettant en œuvre la nouvelle gouvernance préconisée par la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, l'EPA Paris-Saclay s'est aligné sur les objectifs fixés par les accords de Paris en créant le premier échange de chaleur et de froid sur une boucle tempérée d'envergure urbaine. Ce réseau fonctionne par géothermie, source de chaleur locale, et par la récupération de la chaleur issue du refroidissement de bâtiments exprimant des besoins de basse température spécifiques. Le territoire adopte un modèle impliquant un travail conjoint sur les performances des constructions neuves, la rénovation du parc existant et la production d'énergie renouvelable in situ. Avec une énergie locale, à plus de 60% renouvelable, le projet énergétique de Paris-Saclay est 4 fois moins émetteur en CO2 qu'une solution traditionnelle. Le réseau de chaleur et de froid de Paris-Saclay s'appuie sur une infrastructure numérique capable de collecter et de traiter plus de 5000 données en temps réel. Ce système de gestion permet d'adapter la production au plus près des besoins. Il offre aux bâtiments qui y sont raccordés la possibilité de devenir tour à tour producteurs ou consommateurs de chaleur et de froid. Largement pratiquée en Allemagne et en Suisse, la géoénergie est une solution très intéressante en matière de stratégie bas carbone. Elle peine à obtenir sa place dans les énergies nécessaires au mix énergétique. Une exploitation maîtrisée évalue les émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation comme à la déperdition d'énergie du bâtiment pendant toute sa phase d'exploitation. Elle met l'accent sur une très bonne isolation, traite les ponts thermiques et les systèmes de ventilation les plus adaptés. Nous l'avons compris, construire bas carbone n'est pas seulement une simple question de matériaux, de mix énergétique ou d'empreinte au sol, mais une analyse de cycle de vie du bâti sur le long terme. Construire bas carbone, c'est en effet penser une architecture chronotopique, composant avec le déjà là, comme avec les futurs usages et les futurs besoins. Il s'agit d'une architecture assurant sa propre pérennité sur le long terme. Pour ce faire, l'architecte conjugue le passé avec le réemploi des matériaux comme des constructions existantes, les usages et leur évolution future grâce à une réversibilité optimale. À cette grammaire s'ajoute une innovation continue, ne nécessitant pas forcément d'efforts technologiques, mais simplement la solution la plus judicieuse. L'architecture bas carbone et du vivant intensifie l'usage. Elle réfléchit à un mètre carré adapté pour lui permettre de changer de destination au fil du temps, un mètre carré plus occupé grâce à une flexibilité et une hybridation des utilisations des surfaces, un mètre carré partagé via la mutualisation et la mixité des usages, un mètre carré désirable. Impressionnant bâtiment portuaire des années 1930. Les magasins généraux de Pantin comptent parmi les reconversions les plus réussies. Restauré, mais conservé dans ses rythmes et ses matières, son enveloppe historique garde la magie de son incroyable ceinture de coursives et son caractère théâtral, bien qu'elle abrite désormais des bureaux. Les niveaux supérieurs s'organisent autour de patios-jardins intérieurs créés au niveau 2. Ce niveau lie les deux bâtiments par des espaces paysagers qui se déploient dans la partie basse. Le jardin, installé au niveau 5 du bâtiment A, permet de créer un univers de détente et de travail unique. La structure poteau-poutre est maintenue comme l'enveloppe d'origine, pour créer une pergola hors échelle jouant avec les nouvelles lignes du végétal, des passages et des terrasses en bois. Tout comme elle prend en compte le cycle de vie des bâtiments, l'architecture conçoit avec le vivant, avec l'écosystème et le paysage dans lequel elle prend place. Elle prend en compte le cycle de vie des éléments et de la biodiversité composant son environnement immédiat. Les biotopes présents dans la ville constituent des écosystèmes diversifiés, à l'équilibre fragile, du fait de leur fonctionnement, de leur organisation et de leur répartition. Il s'agit donc de les préserver. Toitures, murs végétalisés, jardins suspendus, jardins habités se développent depuis les années 60 et constituent des techniques en constante évolution. Ces enveloppes végétalisées participent à l'amélioration du cadre de vie, concourent à la protection des étanchéités
et même parfois à l'isolation thermique et phonique des bâtiments. Élément à part entière de l'écosystème naturel, l'homme, pour se sentir bien, a besoin de la nature. La végétalisation revêt un intérêt plus particulier pour une frange importante de la faune. Elle permet ainsi la nidification de certaines espèces parfois rares et protégées, fournit des espaces de tranquillité pour des pollinisateurs, une ressource alimentaire pour oiseaux, insectes. L'architecture revoit son rapport à la nature. Elle conçoit avec et pour le vivant, favorise le retour à la pleine terre, la zéro artificialisation, le retour de la biodiversité. La nature et ses bienfaits s'invitent en ville et à différentes échelles. Au sein de l'îlot bâti que constitue le bâtiment en lui-même et son environnement proche, comme les cours d'immeubles ou les jardins qui se trouvent à ses pieds, à l'échelle du quartier, ou s'infiltrent au cœur d'ensembles d'îlots, dans les rues, parcs, squares, forêts urbaines. Dans toute la ville, le long de grandes infrastructures urbaines, grâce à des trames vertes et bleues, ou encore grâce à des continuités écologiques comprenant des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques. Si la densification urbaine est l'une des voies permettant de concilier une consommation de foncier plus frugale et le besoin de nouveaux logements, elle ne pourra se faire sans apporter une nouvelle qualité de vie en ville. Exemple en la matière, le parc du chemin d'Île à Nanterre, situé sur un terrain de 14 hectares en bord de Seine. Ancienne friche industrielle, le site a été transformé en un parc public, s'appuyant sur la ressource eau voisine et développé dans une approche de développement durable et de recyclage. Thématique clé du parc, l'eau est remontée de la Seine par 5 vis d'Archimède sur 700 mètres vers l'intérieur des terres, puis redescend doucement, par gravité, traversant les bassins filtrants, jardins aquatiques, pour enfin chuter dans un contrefossé de grandes prairies agrémenté de bosquets, avant de retourner à la Seine. À mesure que l'eau est phytoépurée, elle est redonnée aux visiteurs et mise en scène. Des espaces tels que les aires de jeux pour enfants, des jardins familiaux, un canipark, ainsi qu'une guinguette et une maison du parc, où l'on trouve informations et outils de sensibilisation aux questions environnementales, ont été créés à l'attention des différents publics. La qualité architecturale relève des valeurs d'usage qui font de l'architecture un art du quotidien depuis des millénaires. Sans dogmatisme et sans céder aux modes toujours changeantes, elle s'appuie sur 3 principes incontournables. La solidité, qui consiste au bon choix de systèmes constructifs et la qualité de la mise en œuvre de la construction. L'habitabilité, qui recherche le plus grand confort d'usage grâce au choix des matériaux, du fonctionnement et de la distribution des espaces, de l'orientation, des volumes, des pleins et des vides, de la lumière, de l'acoustique, de l'ergonomie et bien sûr de la thermique. Et enfin la beauté, qui réside dans l'harmonie des proportions, des matières, de la relation du bâtiment à son environnement. La RE 2020 vise à impulser et systématiser une architecture écologique et sociale. Au-delà d'une norme de seuil de confort d'été ou du seuil de confort d'hiver, la réglementation veille aussi au traitement de la qualité de l'air intérieur et au bien-être social. L'architecture doit considérer les usages pour accélérer la transition vers de meilleurs modes de vie, de logement, de consommation et de déplacement. L'architecture ne doit pas oublier d'agir pour la qualité de vie quotidienne, pour la santé et la cohésion sociale. Si elle est bien pensée, l'architecture peut également créer une véritable logique d'économie locale et créer des emplois. La moitié de la réponse au changement climatique réside dans la manière de donner envie d'entrer dans la transition, de changer les réflexes et modes de vie, de passer chacun en mode action. Chaque architecte, ainsi que chaque métier de conception, ont conscience qu'un projet est le résultat de la capacité à comprendre les évolutions du monde. Son art est le résultat de son investissement intellectuel et technique, pour donner un sens collectif à son œuvre. Face aux défis sociétaux qui sont désormais les nôtres, cet investissement devra chaque jour être plus présent, à chaque étape du projet. L'architecte doit à présent mesurer le coût carbone de chacun de ses traits. La transition nécessaire ne peut avoir lieu uniquement en nous appuyant sur la technique ou la réglementation. Si ces dernières sont nécessaires, ce sont avant tout des moyens et des outils dont il faut s'emparer.
La solution réside aussi grandement dans la manière d'amener de la poésie et de l'équité écologique, de donner envie d'aller rapidement vers de nouveaux modes de vie et d'habiter, plus respectueux du monde non infini dans lequel et grâce auquel nous vivons. Les métiers de la conception de la ville ont une responsabilité immense pour dessiner le monde dans lequel nous pourrons et souhaitons vivre demain. Chacun des métiers de la conception urbaine a un rôle à jouer dans les démarches holistiques dont l'architecte doit être le chef d'orchestre. Ainsi, dès le lancement de ce projet, collectivités, maîtres d'ouvrage, aménageurs, constructeurs, bureaux d'études, entreprises et futurs occupants doivent s'engager autour de l'architecte pour accélérer la transition vers une architecture bas carbone, une architecture du vivant au service de tous.